plan de besoins électriques qu'on veut regarder. Donc, le plan de construction, essentiellement, là, c'est de faire un plan qui va faire état de toutes les nouvelles cloisons, toutes les nouvelles installations prévues dans le mandat de notre entrepreneur. OK? Donc, ce plan-là se veut un guide pour lui dire, regarde, j'ai besoin de tel type de cloison dans ma salle de bain. J'ai besoin que tu m'installes les appareils sanitaires à telle position. Donc, on va les coter, on va les positionner parfaitement où on les veut. Donc, on va coter le centre. On va aller voir ça tantôt. On veut lui mentionner quelles sont les portes existantes, les portes nouvelles dans notre projet. Puis on va, je sais que vous n'avez pas fait de choix de ces portes-là, mais on va à tout le moins se faire une petite liste pour décrire ces portes-là, les dimensions, si c'est des mains gauche, main droite, etc. On va regarder ça. Donc, cloison, porte, positionnement justement de ces nouvelles cloisons-là, comment on les cote, comment on vient les positionner. Si vous avez des portes escamotables aussi, il y a des petites particularités, donc on va regarder ça. Sur la mise en page, évidemment, on veut avoir un tableau ou une liste des sanitaires. On veut avoir les types de cloisons. On aura plusieurs principes selon l'envergure de notre projet. On peut, selon la complexité de nos cloisons, dans des projets qui sont de plus grande envergure, on va dessiner nos cloisons avec les différentes composantes. Si on a plusieurs épaisseurs de gyps, si on a des montants métalliques, des montants de bois, si on a de l'isolant, etc., on va vraiment faire une cloison type pour chaque cloison, effectivement, qu'on va avoir dans notre projet. Évidemment, les notes générales de construction. Jusqu'à maintenant, on insère du texte. On n'a pas pris la peine de les lire, mais je pense que c'est important de venir voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces notes-là et s'il y a lieu de les ajuster. La légende de construction, évidemment, tous les symboles qu'on utilise pour faire notre plan de construction, on veut les avoir, les répertorier. Puis, pour les portes, tout dépendant de l'envergure de notre projet, si on a au-dessus d'une dizaine, quinzaine de portes dans notre projet, évidemment, on va vouloir faire un tableau. Si c'est que quelques portes, on peut faire une liste à ce moment-là. Donc, ça, c'est les notions qu'on va avoir sur notre plan de construction. Je passerai au plan de besoins électriques par la suite. Donc, si je viens dans AutoCAD, on se rappelle, moi, j'ai tout renommé mes onglets pour mettre les numéros de page parce que ça prend moins de place. Puis au moins, là, je peux naviguer d'une mise en page à l'autre sans avoir à défiler là, toute la liste dans le bas de mon dessin. Donc, je les ai dans le bas. Le 103, c'est ma page de plan de construction. Je vais juste revenir d'un clic. Donc, avant d'entrer dans le plan de construction, j'aimerais ça, si vous le voulez bien, que vous dessiniez, que vous pensiez un petit peu à qu'est-ce que pourrait être votre logo si vous aviez un bureau de design. Donc, l'idée, là, c'est de dessiner grosso modo ce que vous voudriez avoir comme logo. Il y en a qui vont mettre juste du lettrage. Il y en a qui vont mettre du lettrage pour quelques lignes juste pour faire un petit logo. J'aimerais ça que vous pensiez à ça. Ce n'est pas à faire là, mais d'ici la fin de la session, pour pouvoir l'intégrer à notre cartouche. Donc, juste réfléchir à ce que vous voudriez faire pour votre logo. Donc, quand vous aurez des idées, vous faites des petits croquis, puis là, si vous avez des questionnements par rapport à ça, je pourrais vous aider. Mais ne serait-ce que dans cette optique-là, on a quelques lignes, un cercle, puis du texte. On l'a tout simplement intégré. Donc, on a édité notre bloc cartouche, puis on est venu dessiner à l'intérieur notre logo. Donc, ça va être ça un petit peu pour que ce logo-là se retrouve sur chacune de nos mises en page. On va le dessiner à l'intérieur. Donc, gardez en tête que vous avez un petit logo à réfléchir, puis quand il viendra le temps, vous aurez décidé de l'intégrer dans le bloc comme tel. Donc, on édite le bloc, puis on vient dessiner. Au niveau du lettrage, vous pouvez utiliser, il y a 350 typographies que vous pouvez utiliser. Si je viens d'en noter,
vous pouvez, en cliquant sur la petite flèche ici, vous faire un nouveau style de lettrage que vous pourrez appeler logo, par exemple. Puis, vous pourrez choisir la typographie que vous voulez. Donc, vous allez pouvoir définir là, quel type de typographie, tout simplement en l'identifiant de cette façon-là. Donc, j'ai cliqué sur Nouveau, je lui ai donné son nom, puis je lui ai attitré une typographie que je voudrais avoir. Et quand vous allez écrire, bien, vous avez tout simplement à aller sélectionner le style que vous avez créé et ça va être lui qui va être actif et vous allez pouvoir écrire avec votre style de lettrage. Donc, juste des petits trucs comme ça quand il vient le temps de faire notre logo. Une fois qu'il est dessiné dans le bloc, si je ferme mon éditeur, bien, il va se retrouver sur chacune de mes mises en page puisqu'il fait partie du cartouche Arche-C. OK? Donc, juste, petite parenthèse, réfléchissez au logo que vous voudriez avoir et on va venir l'intégrer tout simplement dans notre cartouche. OK. Donc, au niveau du plan de construction, là, si vous remarquez, j'ai fait 2 exemples. Bien, en fait, ce que je voulais démontrer, c'est que peu importe l'échelle qu'on va utiliser pour faire notre plan, bien, on peut disposer notre légende, nos notes tout autour. Donc, ici, j'ai un plan qui est à l'échelle 3/8 de pouce égale 1 pied. Bien, je suis venu placer mes notes générales sur le côté et je me suis servi du bas du plan pour venir placer mes différentes colonnes pour faire mes listes de sanitaires. Je vais avoir une liste de portes. Ici, l'étudiant n'avait pas terminé. Donc, la liste des portes et la légende de construction, puis les notes spécifiques si on en a dans notre projet. Donc, ça, c'est l'exemple à 3/8 de pouce égale 1 pied. Si je suis à 1/4 de pouce égale 1 pied, bien là, on s'aperçoit que le plan est beaucoup plus petit. Je peux mettre toutes mes onglets, mes notes et légendes sur le côté, tel que décrit dans notre guide. Hein? Dans notre guide de PowerPoint, bien, on voit que si on peut avoir suffisamment de place à côté de notre plan, on vient les disposer, puis on peut mettre notre tableau de porte, si on en a, dans le bas. Donc, c'est un petit peu ça qu'on a fait ici comme exemple. Donc, en termes de disposition, ça pourrait ressembler à ça. Évidemment, mon tableau, je peux le déplacer puis venir le positionner, centrer sur mon plan, puis voilà. Donc, j'entre tout de suite dans les infos qu'on va retrouver sur notre plan. Bien, si on regarde le plan de construction, première chose qu'on remarque, c'est que tout ce qui est nouveau mobilier n'est pas là. Donc, ce n'est pas l'entrepreneur qui va disposer du mobilier, c'est en fait, à cette étape-ci, lui, ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce que j'ai à construire, qu'est-ce que j'ai à fixer au plancher, qu'est-ce que j'ai à installer, proprement dit. OK? Donc, mobilier fixe, évidemment, c'est lui qui va les installer. Donc, on les illustre. On va venir les localiser au besoin. Si on a de la plomberie, évidemment, on veut lui montrer l'emplacement de notre nouvelle plomberie. Puis au niveau des cotations, on va venir toujours coter le centre de l'appareil sanitaire ou le drain, en fait, de votre appareil sanitaire. OK? Donc, la cotation va se faire toujours par rapport à un mur existant. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'aurais tendance, je me sers toujours des exemples des étudiants pour rectifier le tir, mais on va toujours coter à partir de l'existant. Pourquoi? Parce que dans le fond, les murs à cette étape-ci ne sont pas encore construits. Donc, les murs existants, oui, mais pas les nouvelles cloisons, on s'entend. Donc, préférable de toujours coter à partir d'un élément qui est là, qui est fixe, donc qui est existant, donc beaucoup plus efficace de cette façon-là. Donc, je commence par ça, les éléments de plomberie, vous les avez déplacés, vous en avez mis des nouveaux à de nouveaux endroits, bien, on va venir les positionner avec les cotes. Le calque utilisé, bien, vous avez toujours un calque en fonction de l'élément que vous annotez ou que vous cotez. OK? Donc,
Si je sélectionne plomberie, ben, nouveau plomberie, j'en ai un qui s'appelle dimension, ben, c'est ça que je vais utiliser pour mettre mes cotes. Donc, quand je regarde mon plan, je vois des différentes couleurs pour mes cotations, ben, c'est normal puisque j'ai un calque pour les cloisons DIM, puis j'ai un calque pour les appareils sanitaires. Donc, de cette façon-là, si je gère mes calques et dans un certain cas, je ne veux pas voir mes codes de plomberie ou mes éléments de plomberie, si je les éteins, ben, les cotes et les annotations en fonction de ces éléments-là vont s'éteindre en même temps. Donc, ça va être beaucoup plus facile à gérer. Donc, c'est pour ça qu'ils ont constitué le gabarit de cette manière-là. Chaque élément a son propre calque pour faire des annotations, pour faire des cotes aussi. Donc, voilà. Donc, au niveau de la plomberie, vous en avez dans la salle de bain, évidemment, vous en avez dans la cuisine, vous avez installé un nouvel évier. L'entrepreneur veut savoir où le localiser. Donc, dans le fond, lui, ce qu'il veut savoir, c'est qu'il doit percer le plancher pour venir placer son tuyau de drainage ou son évacuation d'eau. Ben, il veut savoir où exactement mettre son drain de renvoi. Donc, je vais venir coter le centre. J'ai un évier double, il va avoir un seul drain en dessous de ça. Il n'y a pas deux drains, il y a un seul drain, puis il va être centré sur l'appareil comme tel. Okay? Donc, je vais venir coter ça. Donc, je vais apporter quelques petits correctifs, évidemment, en cours de route au niveau des cotes pour vous montrer que si j'ai un élément, j'ai un îlot ici, il est centré, il n'y a pas de mur alentour, comment je vais coter la chose? Ben, idéalement, si vous remarquez, on a mis des cotes pour localiser l'îlot. Okay? Les cotes pour le localiser. Donc, cote horizontale. Donc, par rapport à un mur ici, j'ai dit, OK, je vais avoir 2 pieds 9 ici. Ça, c'est le départ de mon îlot. Puis ici, j'ai coté pour le localiser aussi. Donc, une fois que mon îlot est localisé, je peux, à partir de mon îlot, venir coter ma plomberie. Le fait de l'avoir coté ici verticalement, j'ai coté le centre, ça donne une information à l'entrepreneur, mais dans ce cas-ci, mon drain est dans un espace ouvert, ben, je dois nécessairement coter latéralement aussi la position de mon drain. Donc, j'aurais deux cotes à donner pour cette plomberie-là. Donc, je vais venir activer mon calque. Et idéalement, je viendrais coter si on veut, la plomberie ici. Donc, je pourrais partir de, vu que mon îlot est positionné, je vais coter le centre ici et je vais venir coter la position. Évidemment, quand on a des cotes arrondies au huitième de pouce près, c'est un peu précis là, pour un entrepreneur. Là, le huitième de pouce près, on s'entend, je ne suis pas en train de faire de la fine ébénisterie. Donc, habituellement, on va coter au quart de pouce près. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'aurais tendance à dire, OK, je vais apporter un petit correctif. Là. On s'entend, je pourrais très bien déplacer mon évier de 1/8 de pouce pour obtenir une dimension plus précise, plus arrondie. Donc, si jamais vous vous apercevez là, que vous avez positionné un élément, là, puis vous êtes au 8e de pouce près, je vous conseille d'apporter la modification. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai étiré tout simplement. Ici, je m'aperçois que j'ai un 8e de pouce. Là. Je vais sélectionner mon objet. Donc, j'utilise ma commande étirer, puis je viens corriger. Donc, ici, un 8e de pouce. Je viens le monter d'un 8e de pouce pour arriver à des chiffres plus standards, plus arrondis, en fait, plus précis. Okay? Quand on commence à mettre des fractions là, pour l'entrepreneur, au 8e de pouce près, c'est un petit peu trop demandé, honnêtement. Okay? Donc, on va toujours arrondir au demi-pouce, au quart de pouce. On n'ira pas en bas de ça là, parce que sinon, là, ça devient un petit peu trop. Puis souvent, les entrepreneurs vont nous appeler, vont dire
boy, tu veux que ça soit précis en tabarouette, là. Donc, c'est pas qu'on on rit pas de nous autres, mais pas loin. Donc, puis mettez-vous dans ses souliers, là, s'il a à faire des positionnements d'éléments, là, avec son ruban mesuré, là, on s'entend, là, les huitièmes de pouce, là, il va. De toute façon, si vous allez sur le site, vous allez voir, là, avec les outils qu'ils utilisent sur les chantiers, bien souvent, la précision, là, on va arrondir ça, on va se mettre au quart de pouce, au demi-pouce près. Donc, ceci étant dit, on vient toujours localiser latéralement, verticalement un appareil sanitaire quand il est pas le long d'un mur ou positionné de façon logique ou facile à localiser. Donc, dans ce cas-ci, cotation en X, en Y pour venir localiser mon appareil dans un îlot, par exemple. Vous avez remarqué, les lignes de cote, je ne les fais pas passer à travers mon objet, je viens les corriger pour les faire alentour de mon objet. Okay? Donc, je ne fais pas de superposition de lignes, je ne fais pas de croisement non plus. Donc, l'idée, quand je fais des cotes, gardez en tête de toujours faire en sorte que le plan soit lisible, que les cotes ne superposent pas, puis c'est la même chose pour le texte aussi. Donc, on essaie toujours de placer nos cotes en périphérie, pas par-dessus les objets. Donc, pour que ça soit au final lisible. Est-ce que ça va pour la plomberie? Oui? Non? Peut-être? Oui. Oui? OK. Je continue avec les cotes. Donc, cotation, si je regarde dans les notes générales de construction, on nous dit que toutes les cloisons de gyps devront être lisses. Ça va. Les cotes seront prises de centre à centre des nouvelles cloisons jusqu'à la face intérieure des murs existants, sauf ou indication contraire, bien en fait, selon ces notes-là, ça nous donne tout de suite la façon de coter les nouvelles cloisons. Donc, si je prends l'exemple ici, j'ai une nouvelle cloison pour faire un rangement dans ma chambre principale. Bien, à partir du mur existant, je suis venu placer une cote verticale ici et j'ai coté au centre de mes deux lignes. Donc, la façon de faire pour coter au centre, je vais juste placer mon calque sur nouveau cloison DIM et je viens faire des annotations. Donc, je viens faire ma cote. Donc, à partir du coin ici, je veux coter le centre. Donc, avec vos objets d'accrochage, si je fais Shift, bouton droit de souris, vous pouvez calculer le point milieu entre deux points. Donc, entre ce point-là et ce point-là, il va calculer exactement le centre. Donc, je viens positionner ma première cote. Je l'ai mis à 12 pouces. Ma ligne, je ne veux pas qu'elle passe au travers, donc je peux l'étirer tout de suite. Elle est automatiquement positionnée à l'endroit que j'ai demandé. OK? Puis elle reste toujours au centre puisque je lui spécifié d'avoir le milieu de ligne. Plusieurs vont se faire des lignes guides. Vous connaissez l'épaisseur de votre mur. Vous pouvez faire un décalage d'une ligne temporaire au centre, puis vous pouvez coter à partir de ces lignes-là. Donc, moi, j'aime bien utiliser les objets d'accrochage. Ça m'évite d'avoir des lignes et surtout de les oublier puis de les laisser là. Puis ces lignes-là, ben, je ne veux pas les avoir au final, donc il faut les effacer. Donc, à vous de voir comment vous voulez faire. Moi, j'aime bien faire milieu entre deux points. De cette façon-là, ça calcule le centre de deux lignes. Je fais continuer et je viens tout simplement, encore une fois, calculer le centre entre deux lignes. Donc, automatiquement, c'est sûr qu'il va passer ma ligne de cote à travers mon mur existant. Bien, par la suite, je viens tout simplement sélectionner ma cote et corriger pour pas que mes lignes passent à travers mon mur. Donc, je donne le centre de mes cloisons idéalement. OK? Le cas où je ne vais pas coter le centre d'une cloison, c'est quand je veux intégrer un meuble, par exemple. J'ai un meuble qui fait 3 pieds, puis je veux qu'entre mes deux murets, je veux avoir cette dimension-là très précise. Bien là, à ce moment-là, c'est le cas où on a une indication contraire. Bien, je vais donner ma cote
d'une face à l'autre de mes murs pour dire à l'entrepreneur, je veux absolument avoir 3 pieds entre ces 2 murs-là. Donc, je ne vais pas coter le centre, je vais coter plutôt la face de mes murs. Autre cas où je ne coterai pas le centre, c'est quand j'ai un mur existant qui est là, puis je viens tracer ma nouvelle cloison, puis je veux aligner ma cloison avec, bien évidemment, ma cote, je ne peux pas coter le centre puisque je veux que mes faces de mur soient bien alignées. Donc, quand je conserve des parties existantes, à ce moment-là, je vais venir coter la face des murs finis pour que ça donne la dimension exacte. OK? Autre truc, dans vos légendes, vous aurez un symbole qu'on appelle aligné. C'est une flèche, puis vous pouvez le dire, mettre même une note spécifique pour dire, ben, je veux que ces murs-là soient alignés les uns sur les autres quand j'ai des murs existants sur lesquels je viens me connecter. OK? Donc, cas où je ne mets pas des cotes sans centre, ben, c'est en fait quand on se raccorde à un mur existant. Donc, ça reste assez évident. Je ne peux pas coter le centre à ce moment-là. OK? Je veux coter mes ouvertures. Bien évidemment, je veux donner l'emplacement de mes portes. Bien, je vais donner la cote toujours à partir d'un mur existant, puis je vais venir coter de chaque côté de mon ouverture. Puis encore une fois, ici, je ne peux pas coter le centre, c'est vraiment la face du mur fini. Donc, ça va donner la dimension finale de mon mur. Donc, en résumé, on cote le centre des nouvelles cloisons partout où on peut le faire et les endroits où on doit respecter des dimensions en fonction des éléments existants ou intégrés, là, je vais coter les faces des murs. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Oui. Oui, tout le monde? Oui. Donc, ça sera essayé, hein? Évidemment, vous avez toutes des conditions différentes, vous avez toutes des cloisons, vous les avez positionnées. Donc, l'idée là-dedans, gardez en tête, un, le principe de base, on ne doit pas superposer. Deux, coter le centre si possible, dans la majorité. Si on a des restrictions en termes d'éléments existants ou intégrés, là, on cote les faces. Donc, c'est les principes qu'on doit respecter quand on cote. Donc, vous aurez à coter vos nouvelles cloisons, votre nouvelle plomberie, puis l'emplacement, si vous en avez, de mobilier fixe. Évidemment, quand j'ai des mobiliers fixes, s'ils sont dans un coin de mur, je n'ai pas besoin de les localiser, ça tombe sous le sens l'emplacement, mais si j'ai un élément qui est en plein centre d'un espace, bien évidemment, je dois le localiser. Donc, ça, c'est vos cotations que vous aurez à faire dans votre plan. Si vous remarquez au niveau des symboles graphiques, vous allez avoir des bulles dans vos ouvertures. Donc, vos nouvelles portes doivent être numérotées. Donc, ce symbole-là, quand vous l'insérez, symbole porte numéro, c'est une bulle dans laquelle on va venir attitrer un numéro à nos portes. Donc, on part toujours de l'entrée principale et même principe que pour la numérotation de mes pièces, je vais aller dans le sens des aiguilles d'une montre pour numéroter mes portes. Donc, ma porte numéro 1, mon entrée principale, on le sait, elle est existante. Donc, dans certains cas, si vous l'avez remplacée par un autre type de porte, bien, on pourra le mentionner dans notre liste. Sinon, elle va être indiquée comme existante. Porte numéro 2, j'ai une porte coulissante ici. Cette porte-là aussi, dans certains cas, il y en a qui l'ont démolie, il y en a qui l'ont conservé. Donc, ça sera à détailler dans notre liste. Et ainsi de suite. Porte numéro 3, porte numéro 4. Je numérote vraiment toutes les portes dans mon projet. OK? Donc, une fois qu'elles sont numérotées, dans ma liste, si je regarde, ben, on aura deux façons de les identifier. Si j'ai un projet qui est hyper complexe, puis j'ai une vingtaine de portes, ben, dans votre projet, la session prochaine en PEDEX, là, vous allez avoir à utiliser ce genre de tableau-là, dans lequel c'est un tableau, on va juste venir indiquer les numéros de mes portes, de quelle pièce vers quelle pièce, et ça va identifier
main, en fait, la façon que cette porte-là s'ouvre en fonction de mon sens de circulation. Est-ce que vous avez déjà déterminé, est-ce que vous savez comment déterminer si c'est une main gauche, une main droite ou main gauche renversée, main droite renversée? Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Moi, non. OK, parfait. Donc, juste à titre d'exemple, je vais prendre la porte numéro 6, parce que c'est une porte qui est sur charnière, donc une porte qu'on appelle à battant. Donc, j'ai la porte numéro 6. La pièce, la façon de circuler dans mes pièces, c'est je pars nécessairement de l'entrée vers ma chambre principale. OK? Donc, je pars de la pièce 01 vers la pièce 007. OK? Donc, ça, c'est la circulation. C'est ça qui détermine comment j'ouvre ma porte. Donc, si je me place dans l'entrée ici, puis vous ouvrez la porte, selon vous, quelle main vous allez utiliser pour ouvrir cette porte-là? Faites le geste, là. C'est symbolique, là, mais selon vous, quelle main vous allez utiliser pour ouvrir la porte? La droite. Est-ce que ça va pour tout le monde? Évidemment, si j'essaie de prendre la main gauche, ça va être difficile de l'ouvrir. Donc, c'est vraiment la main droite. Et c'est comme ça qu'on détermine si c'est une main gauche ou une main droite. OK? Donc, si vous poussez sur la porte avec votre main droite, ben le sens d'ouverture, on le définit comme étant une main droite. Si vous tirez sur la porte, puis vous utilisez la main droite pour le faire, ben c'est une main droite renversée à ce moment-là, puisque vous tirez sur la porte. OK? Donc, c'est comme ça qu'on pourrait déterminer le sens pour les portes à battant. Donc, main gauche renversée, main droite renversée. OK? Autre type de porte que vous pouvez avoir, c'est des portes coulissantes ou des portes escamotables dans certains cas. Donc, on pourrait déterminer, mettre un petit X, dire, OK, moi, j'ai une porte main droite, j'ai une porte coulissante, etc. Donc, je peux déterminer les sens d'ouverture de mes portes de cette façon-là. Type de porte, on pourrait avoir plusieurs types de portes en fonction de l'élévation. Donc, je pourrais avoir une porte avec des panneaux, je pourrais avoir avec des moulures, une porte pleine, une porte vitrée, une porte. Donc, je pourrais avoir multitude de types de portes dans mon projet et je pourrais les numéroter comme P1, P2, P3, P4, etc. et définir le type à partir d'une élévation. Donc, ça, c'est la façon qu'on utiliserait les types de portes. Évidemment, on indique la largeur, la hauteur, l'épaisseur de porte qu'on a. Porte à âme pleine, porte à âme creuse ou âme vide. Donc, si dans mes rangements, je n'ai pas besoin d'acoustique ou peu importe, je vais mettre des portes à âme vide. Donc, c'est des portes qui sont moins coûteuses, qui auront le même aspect que les autres. C'est juste que l'intérieur de la porte n'est pas soit isolé acoustiquement ou est vide carrément. Donc, c'est un peu ça qu'on va déterminer. Le type de matériaux, donc porte en bois, porte en acier, porte en verre, comme je disais tantôt, on peut définir les matériaux utilisés. Après ça, on aura les cadres, etc. Groupe de quincaillerie, donc on pourrait avoir, j'ai le poignet rond, poignet à bec de canard, j'ai des plaques à pousser, etc. Donc, dépendamment de la quincaillerie qu'on installe sur nos différentes portes, on pourra avoir différents groupes qu'on vient d'écrire, évidemment, dans nos spécifications. Donc, ça, c'est un petit peu là, un résumé du tableau. On s'entend que dans le projet actuel, vous avez déterminé principalement le type de porte, la dimension, puis on pourrait définir si c'est une porte à âme pleine ou à âme vide. Donc, dans ce cas-ci, dans ce cas de figure-là, j'utiliserais plutôt une liste des portes. Donc, voilà un petit peu ce à quoi ça pourrait ressembler. Je viens mettre ma bulle de porte et son numéro. Et là, j'identifie qu'est-ce que c'est. En fait, ma porte numéro 1, c'est ma porte d'accès principale. C'est une porte existante. Donc, je n'ai pas besoin de la détailler. Elle est existante. Donc, l'entrepreneur, il dit, OK, elle est existante, celle-là, je n'y touche pas, parfait. La porte numéro 2, c'était une porte coulissante dans l'entrée. Encore une fois, c'était une porte existante, puis dans ce projet-là, on l'avait conservée. Porte numéro 3, là, c'est une nouvelle porte. Porte en bois, âme vide. Elle est escamotable, puis elle mesure 42 pouces par 80. Donc, la largeur puis la hauteur de ma porte. OK? La hauteur standard d'une porte, c'est 6 pieds 8 ou 80 pouces. Si vous allez au-delà de ça, c'est des portes sur mesure, mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Il faut juste faire en sorte de donner les dimensions qu'on veut avoir. Donc, si vous restez dans les standards, c'est 80 pouces. OK?
Donc, c'est bien ça. Ici, la porte numéro 3, effectivement, c'est une porte escamotable. Est-ce que je la laisse à âme vide ou à âme pleine? Moi, c'est un projet d'étudiant, mais idéalement, dans une salle de bain, j'aimerais mieux mettre une porte à âme pleine pour garder un minimum d'acoustique. OK? Donc, ça, on pourrait déterminer dans vos salles de bain, au lieu de mettre à âme vide, mettez à âme pleine. De cette façon-là, la porte va être, elle aura un minimum d'acoustique. OK? Si j'ai des portes de rangement, ça, c'est certain que je vais mettre des portes en vide. Certain, je n'ai pas besoin d'acoustique dans ce cas-là. Portes de chambre, j'aimerais ça les avoir en pleine, etc. Donc, gardez en tête, si c'est des portes secondaires, oui, je vais les mettre en vide, mais les portes principales ou les portes de chambre, comme ça, je vais mettre des portes à âme pleine. OK? Donc, je continue ma liste. Porte existante, nouvelle porte en vide escamotable, 30 pouces par 80. Donc, j'indique le type de porte, comment il s'ouvre en fait. Dans ce cas-ci, escamotable, on s'entend, elle est coulissante. La porte numéro 6, j'ai une porte en bois, main gauche, main droite. Donc, ici, on a dit ici que c'était une main droite, donc il y avait une petite erreur. Donc, on a sûrement changé en cours de route le sens d'ouverture. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des erreurs, pas de problème, on change dans notre liste et on vient indiquer, c'est une main droite, elle fait 30 pouces par 80. La porte numéro 7, c'est une porte coulissante en bois et j'ai 2 panneaux de 30 pouces par 80. C'est bien ça, la porte numéro 7, oui. OK? Donc, très simple comme spécification pour l'instant. Ça peut aller être beaucoup plus complexe selon l'ampleur du projet, selon le mandat qu'on a. Est-ce que ça va? Question là-dessus? Moi, j'ai une question. Dis-moi. Dans la liste des portes, c'est pas écrit, ben, il y en avait juste une là, qui s'était spécifiée main droite. Est-ce que Oui. comme l'option par défaut, c'est la main droite, puis on l'écrit juste quand c'est gauche, ou on l'écrit tout le temps? En fait, dans ce cas-ci, dans les nouvelles portes, il y en a juste une qui est abattant, les autres sont toutes escamotables. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de main à ce moment-là. Le texte, la liste des portes, c'est vraiment du texte que nous, on écrit. Donc, c'est nous qui allons écrire là, quel type de porte on a. Donc, ce n'est pas une liste qui est là par défaut, c'est vraiment du texte que l'étudiant a écrit ici. OK. Fait qu'on l'écrit toujours le sens. Oui, pour toutes les portes abattant. Évidemment, si c'est une porte coulissante, on va indiquer porte coulissante. Puis si c'est une porte escamotable, on va inscrire escamotable à ce moment-là. Donc, dans son cas de figure, on n'a seulement qu'une porte abattant. Les 2 autres portes abattant qu'on a ici, c'est des portes existantes, puis on les a indiquées comme étant existantes. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas marqué le sens d'ouverture, parce qu'on n'y a pas touché à ces portes-là. Est-ce que ça répond? Oui. Excellent. OK. Autre truc important à mentionner sur mon plan de construction, bien, on va identifier les types de cloisons. Et là, si vous remarquez, là, il y a un petit bloc qu'on est venu insérer. Donc, le bloc, si je double-clique dessus, symbole cloison type, je viens indiquer si j'ai 1, 2, 3 types de cloisons, bien, je vais écrire C1, C2, C3 et je vais décrire la cloison en fonction de mes besoins. Donc, on s'entend, si j'ai une cloison ici pour une salle de bain, j'ai une cloison pour les chambres. Donc, pour l'instant, le principe est assez simple. J'ai 2 types de cloisons. Ben, en fait, j'ai une cloison qui est en gyps standard pour l'instant. On ne va pas parler d'acoustique ni rien de tout ça dans ce projet-là. On a fait des cloisons avec des montants de bois, les 2x4, puis on a mis du gyps standard ou du gyps hydrofuge dans les sections où j'ai évidemment de l'humidité ou de l'eau qui va être générée par mes appareils de plomberie ou de lavage. Donc, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est dans les zones de salle de lavage, d'identifier mes cloisons comme étant C2. C2, ce sera du gyps hydrofuge. On ira voir la liste.
puis les C1. Donc, ici, je n'ai pas besoin d'en mettre. On s'entend que cette cloison-là, c'est toujours la même. Donc, vous allez voir, c'est un bloc dynamique. Donc, l'idée, c'est de venir tout simplement positionner le symbole et d'étirer pour que la petite ligne plus épaisse soit sur votre cloison. C'est ce qui détermine la composition de ma cloison. OK? Donc, ici, j'ai une cloison C1 pour l'ensemble de ma cuisine. Ici, je pourrais en indiquer un autre C1 aussi pour montrer que c'est quoi la différence entre mes différentes cloisons. Donc, à chaque fois que j'ai une cloison différente, je dois venir mettre mon symbole. OK? Donc, dans le fond, je pourrais très bien reprendre ce symbole-là et dire, OK, je vais le copier ici, par exemple, faire une petite rotation. C'est un bloc dynamique, donc je peux faire une petite rotation, faire étirer. C'est ma cloison C1 ici. Vous avez vu, je n'ai pas placé mon symbole par-dessus mes cotes. Je l'ai mis à l'intérieur pour pas que ça se superpose. OK? Donc, la ligne, qu'elle soit plus longue ou plus courte, ça n'a aucune incidence. L'idée, c'est que ça ne passe pas par-dessus mes cotations. OK? Donc, l'idée, c'est de déterminer quel type de cloison on a. Donc, dans ce cas-ci, quand c'est en grisé, c'est des cloisons existantes. Je n'ai pas besoin de mettre de symbole, puisque dans ma légende, c'est déjà décrit. Les cloisons vides, ben, c'est celle-là que je vais identifier avec le type. OK? Donc, si je viens dans ma légende, je vais voir ici, j'ai inséré mon petit symbole C1. J'ai identifié ma cloison C1, c'est quoi qu'il y a à l'intérieur? Bon, j'ai un gyps, un demi-pouce. J'ai des montants de bois 2x4 à 16 pouces centimètres. Donc, à tous les 16 pouces dans mon mur, j'ai les montants. Évidemment, je n'ai pas à venir les dessiner dans mon mur ici. L'idée, c'est de mentionner à l'entrepreneur que je les veux à tous les 16 pouces centimètres. Et de l'autre côté, j'ai un gyps, un demi-pouce aussi. Donc, pour les cloisons C1, très simple. J'ai les montants de bois 2x4, puis un gyps de chaque côté. Si je dessinais ma cloison ici, là, ça serait, je peux vous le montrer. Donc, je pourrais partir de ma vue en plan. Je dessinerais mon gyps, un demi-pouce de chaque côté, puis j'aurais des montants de bois à l'intérieur de ça. Je vais le faire de façon schématique, là. Faites-vous en poule à la dimension, là. Si ma souris veut suivre, ça devrait bien aller. OK. Donc, la symbolique d'un montant de bois, c'est la suivante. J'ai une petite barre oblique ici. Faites-vous-en pas, là, vous n'avez pas à dessiner ça. Je vais juste vous le montrer. Donc, je vais prendre mon petit pinceau. C'est un élément qui est coupé, donc ça ici. Donc, mon montant de bois qui est ici, j'en aurais à toutes les 16 pouces centimètres. Donc, si je le copiais, je monte 16 pouces. Donc, j'ai des montants de bois comme ça à toutes les 16 pouces, centimètres, etc., tout le long de mon mur. OK? Donc, graphiquement, là, ça serait ça ma cloison. Évidemment, j'ai du gyps ici, puis le montant de bois à l'intérieur. Donc, ça, c'est ma composition qui est décrite textuellement dans ma liste. Donc, gyps 1,5, montant de bois 2x4, 16 pouces centimètres avec un gyps de l'autre côté. Ce qui diffère dans ma cloison C2, ben en fait, j'ai exactement la même chose, les montants de bois, etc. J'ai un gyps d'un côté, puis un autre gyps de l'autre côté, mais le gyps du côté intérieur de ma salle de bain, je veux qu'il soit hydrofuge. Donc, on aura un type qu'on appelle, selon les compagnies, type C ou type X, dépendamment du type de compagnie, de la compagnie qu'on utilise, mais si on l'écrit textuellement, on va remarquer que c'est du gyps hydrofuge, côté intérieur de la pièce, par exemple, 002. Donc, je pourrais écrire les numéros de pièce ici pour dire du côté intérieur de la salle de bain, ben, je veux avoir du gyps hydrofuge. Même chose pour la salle de lavage. Je veux avoir
du gypse hydrofuge à l'intérieur de cette pièce-là. Mais du côté extérieur, on s'entend, c'est soit le salon ou la chambre qui est là, mais du côté de la chambre et du salon, ben, c'est du gypse ordinaire, donc du gypse standard qui va être installé. Donc, dans des projets de petite envergure, on peut venir décrire nos cloisons dans un contexte où on a plusieurs cloisons type à générer, dans les projets bureaux, etc., donc de plus grande envergure. Mais là, à ce moment-là, on devrait dessiner nos cloisons. Là, je l'ai fait dans le plan, mais on s'entend qu'on le mettrait en légende plutôt. On viendrait vraiment dessiner chacune de nos cloisons pour définir la composition. Donc, on peut la faire graphiquement. On rajouterait du texte, évidemment, là-dessus. Mais dans un projet comme nous, on peut faire une liste comme ça et c'est suffisant. OK? Donc, à vous de voir où dans votre projet vous avez besoin de cloisons avec du gypse hydrofuge, puis où est-ce que vous avez besoin des cloisons de gypse standard. On n'a pas parlé d'acoustique ni rien de tout ça pour l'instant, mais ça aussi, c'est un critère de composition de mur que vous aurez à déterminer dans vos projets futurs. Donc, pour l'instant, on n'a pas déterminé si on en voulait. Est-ce que ça va pour les cloisons types? Donc, bien important sur votre plan, vous avez une multitude de cloisons. Bien, il faut que dans chacune des pièces, je sois en mesure de déterminer quel type de cloison on va installer. Donc, assurez-vous de mettre vos symboles partout où vous en avez besoin. La jonction. J'ai une question. Oui, dis-moi. Excusez-moi. Ouais, ça, pour les cloisons type, est-ce que comme. Ben, je ne sais pas vraiment ce que je vais mettre, fait que je peux-tu juste mettre ce que vous avez mis dans l'exemple? Oui, tout à fait. Là, Okay. les exemples que je donne, c'est l'exemple standard. Si on voulait aller plus loin, on pourrait en discuter ensemble, mais ça, c'est le critère de base là, que vous allez utiliser, puisque de toute façon, dans votre mandat, quand vous avez fait vos planifications, etc., vous n'avez pas déterminé s'il y avait de l'acoustique ou pas. Donc, ça, c'est les cloisons là, type qu'on va utiliser pour les projets résidentiels de base. OK? Comment on fait pour déterminer où commence ou se termine une cloison? Bien évidemment, si la cloison à l'intérieur ici, je veux que ça soit du C2, bien je vais enlever les petites lignes que j'ai dessinées parce que ça porte à confusion ici. Donc, c'était juste un exemple. Donc, je les enlève. Donc, si vous remarquez, j'ai une interruption ici entre la salle de lavage. J'ai tracé ma ligne pour la continuer ici, pour créer une interruption. Pour mentionner à l'entrepreneur, regarde, cette cloison-là, oui, c'est une C1. Oups, ça arrête ici. J'ai une autre composition. Donc, l'idée, c'est de créer des interruptions pour montrer où commence, où se termine ma composition C2. Donc, il faut vraiment déterminer. Donc, ici, on pourrait très bien dire, OK, ici, là, on a un cas particulier, c'est une porte escamotable. Ben, en fait, on s'entend que ici, ça devrait être du gypse hydrofuge. Donc, on peut le laisser comme ça. Ici, je viens tout simplement poursuivre ma ligne ici, puis je vais venir ajuster ma ligne pour dire toute cette portion-là intérieure sera en C2. Là, vu qu'on a une interruption, ben, ça me prendrait mon petit logo C1 ici pour dire, ben, regarde, cette cloison-là, c'est du C1. OK? Donc, il faut créer une interruption pour montrer où commence, où se terminent nos différents types de cloisons selon votre planification, ou plutôt selon la position et la configuration de vos cloisons. Donc ça, regardez un petit peu comment vous avez disposé vos pièces. Vous positionnez vos symboles de cloison type. Puis si jamais vous avez des interrogations, bien là, moi, ce que je veux faire, c'est que vous fassiez une première analyse. Puis là, on pourra regarder ensemble. Si ici, là, comment je pourrais faire ça? Bien, on pourra en discuter ensemble sans problème selon votre projet personnel. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Oui. Excellent.
Donc, si je regarde ma légende, puis ça, je l'ai répété à plusieurs, là, quand vous insérez les légendes de base, il y a déjà des calques qui sont attribués à nos symboles graphiques. Laissez-les comme ça. Le texte, oui, on peut le mettre sur le calque présentation texte parce qu'on a décomposé un bloc, mais les cloisons, puis c'est bon pour le plan de démolition aussi, ben, s'il y a des couleurs, ne changez pas ça pour présentation texte parce que sinon, ça ne correspondra pas à notre dessin. Donc, bien important, si vous remarquez, là, j'ai mes couleurs ou mes calques qui ont été utilisés, c'est les mêmes que dans notre plan, donc cloison ou donc les cloisons existantes. J'ai l'assurage qui correspond en tout point à mon plan. Donc, quand je vois cette symbolique-là, ben, c'est mes cloisons existantes à conserver, évidemment. Quand j'ai des lignes qui sont vides, ben, c'est les nouvelles cloisons à construire. OK? Donc, il faut que la légende corresponde en tout point à notre dessin. Donc, ça, c'est bien important. Cloison type. Note spécifique. Donc, note spécifique, vous avez vous avez enlevé des portes à certains endroits. Vous avez, je ne sais pas moi, une section où vous avez obturé le mur. Bien, on peut mettre une note spécifique. Donc, c'est un bloc que vous insérez. Il s'appelle note spécifique, bien, bien évidemment. Donc, vous l'insérez. Vous pouvez inscrire le petit logo à l'endroit où vous l'avez besoin sur votre plan, puis là, inscrire la note spécifique que vous avez besoin. Donc, c'est à titre d'exemple que on les a mis ici. Donc, l'exemple 1, j'ai des ouvertures que j'ai obturées. J'ai enlevé des portes, puis là, j'ai demandé à l'entrepreneur de refermer cette ouverture-là avec ma composition C1, par exemple. Bien, ça, c'est une ouverture à obturer. J'ai un autre cas particulier, j'ai une ouverture dans un mur pour un meuble intégré. Je peux même lui dire de faire, va voir à ma page D200, j'ai fait une élévation de ça. Donc, ça, c'est le genre de note spécifique qu'on doit penser et regarder selon votre projet. Elle, dans son cas, elle avait des murs amovibles, donc des panneaux de murs pour faire des séparations dans sa partie air ouverte. Elle voulait mettre des murs amovibles. Donc, ça aussi, ça peut faire partie d'une note spécifique. Donc, si vous avez des cas particuliers que vous avez modifiés dans l'existant ou vous avez ajouté là, dans votre plan de construction, bien, c'est des notes qu'on peut rajouter à notre plan. Autre petit truc, bon, les sanitaires. Donc là, ici, dans notre plan d'aménagement, on a décrit tout ce qu'on voyait. Bien, la liste des sanitaires doivent être écrits. On est venu mettre nos petites annotations sur nos sanitaires, puis on est venu les décrire. Donc, on est juste venu écrire les dimensions des objets, proprement dit, puis on les a identifiés tout simplement. On le sait, même titre que pour le mobilier, les sanitaires n'en font pas exception. Dans un projet de plus grande envergure où vous avez un mandat de choix de ces éléments-là, vous aurez à déterminer la compagnie, les finis, etc., les modèles de ces sanitaires-là. Donc, pour l'instant, ça n'avait pas été mentionné, mais dites-vous que la liste des sanitaires doit nécessairement comporter ce genre d'informations-là selon le mandat que vous êtes attitré. Donc, ça, c'est pour l'instant. Nous, on met seulement les informations. Au niveau des notes générales, bien, les notes générales, quand vous les insérez, ils sont déjà toutes écrites. Vous devez, en fait, passer à travers ces différentes notes générales-là. Ça va vous donner un certain nombre de questions, de réponses, en fait. Tantôt, je parlais des cotations des cloisons. Bien, on nous le mentionne dans les notes générales, la façon de coter. Donc, si vous posez des questions, bien souvent, vos notes générales vont vous guider pour faire ça. Donc, je parlais des cotes tantôt. Je parle ici en 5. Les portes seront installées à 4 pouces du mur adjacent. Si ce n'est pas votre cas, parce que vous avez positionné des portes à certaines distances, bien, cette note-là, vous pouvez carrément l'enlever. Le pourquoi de cette note-là, c'est que dans des projets
bureau, par exemple, j'ai une trentaine de portes, puis je les place toutes à une certaine distance, bien, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de les coter. J'ai mis une note pour éliminer le plus de cotations possible. Donc, on peut, à l'aide des notes générales, simplifier notre tâche au niveau des cotes. Puis là, on s'entend que les portes que vous avez positionnées, là, il n'y en a pas une positionnée au même endroit. Donc, moi, j'aurais tendance à enlever cette note-là. On n'en a pas besoin. Donc, c'est à vous d'ajuster en fonction de votre projet les différentes notes générales. Je vais vous laisser les regarder. Il y en a quand même un bon nombre. Puis si vous avez des interrogations, ben, moi, ce que je veux que vous fassiez, première analyse, regardez les notes générales, les adapter en fonction de votre projet. Puis si vous avez des questionnements, ben, j'aimerais ça qu'on fasse un tour de table là, au début du prochain cours par rapport à ça. Donc, voilà ce qui traite du plan de construction. Mon prochain point, en fait, c'est au niveau de l'échelle du plan. Donc là, on s'aperçoit qu'on a passablement de place, puis on s'entend, ce tableau-là, vous ne le ferez pas. Donc, j'aurais tendance, puis à titre d'exercice, justement, pour voir si vous arrivez à bien gérer vos échelles annotatives, bien, moi, j'aurais tendance à opter pour une échelle légèrement plus grande pour le plan et je ferai un plan de ce type-là. OK? Je l'ai mis à 3/8 de pouce égale 1 pied, puis j'ai placé mes notes. C'est les mêmes que j'avais dans l'autre plan. C'est juste que j'ai agrandi mon plan à l'échelle 3/8. Et le but de cet exercice-là, c'est aussi, on a changé notre format de page. Bien, je vous ai donné les méthodes pour changer vos échelles annotatives. Bien, ce que je veux voir, moi, c'est si vous pouvez gérer ça. Donc, oui, je passerai au stade supérieur, je mettrai mes plans à l'échelle 3/8 de pouce égale 1 pied. Vous en avez déjà 3 de fait. Ben, je vous suggère de positionner votre échelle à 3/8 pour tous vos plans. OK? Donc, on agrandit le plan, on vient placer nos légendes. Dans ce cas-ci, on peut les placer dans le bas. On peut tasser le plan pour mettre les notes générales. Donc, en fonction du guide, je vous l'ai mentionné tantôt, on met principalement les notes générales sur le côté. Puis si vous avez beaucoup de mobilier, bien, vous allez avoir amplement de place dans le bas pour le faire sans problème. OK? Donc, à titre de manipulation et d'exercice, je vous demande, en fait, le plan tous vos plans, de les mettre à l'échelle 3/8, puisqu'on a suffisamment de place là, sur nos pages. Donc, au final, vous aurez votre plan de construction. L'avantage de passer à une échelle plus grande, c'est que toute l'information texte est beaucoup plus lisible. Vous avez beaucoup plus de place pour coter. Puis, ça va simplifier la tâche là, pour éviter les chevauchements de texte et de cotes et d'éléments. Donc, ça va être beaucoup plus pratique au final là, de faire cet exercice-là. Donc, vous aurez à faire un changement d'échelle pour l'échelle 3/8. Donc, notion du plan de construction, on a pas mal fait le tour. Pour le plan de besoin électrique, on s'entend, quand on est rendu à ces étapes-là, on copie notre mise en page du plan de construction, on gère nos calques, donc les éléments qui seront visibles dans mon plan de besoin électrique, bien, en fait, tout ce que j'ai rajouté principalement à mon plan de construction, les cotations, les symboles de cloison type, les numéros de porte, bien, seront masqués. On s'entend, ça ne sera pas là. Ça fait partie, on ne répète jamais les mêmes informations d'un plan à l'autre. Donc, dans les états de calque, on en avait fait un pour plan de besoin électrique. Bien, ici, j'inscris les éléments qui doivent être visibles et pas. Vous aurez des notes générales, vous avez les symboles graphiques. Bien, si je retourne dans mon plan, je vais aller dans mon plan de besoin électrique. Mon plan de besoin électrique comporte les symboles
de prise de courant que j'ai besoin dans mon projet principalement. OK? Au résidentiel, le code nous demande d'avoir une prise électrique standard à tous les 10 pieds linéaires. Donc, ça me prend une prise générale pour l'entretien à tous les 10 pieds linéaires. OK? Donc, la façon de faire ça, c'est si je viens dans mon plan, puis je viens me tracer un cercle à partir de ma première prise que j'ai positionnée ici. Puis si je fais un rayon de 10 pieds, je vais le placer sur un calque qui est fermé, évidemment. Donc, je vais aller juste le revoir ici. Donc, je vais le placer sur un calque électricité pour que je puisse le voir dans ce plan-là. Allez, la souris. Alors, je fige live avec Zoom. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, on vous entend. OK, excellent. Tiens, je vais le mettre sur nouveau électrique. Tiens, comme ça. Donc, je vais être sûr que dans mon état de calque, il soit visible. Je reviens à mon plan. Voilà. OK? Ça veut dire que si je place un cercle au centre de ma prise, bien, normalement, à tous les 10 pieds linéaires, je devrais en avoir un. Donc, si j'ai placé une autre prise ici, bien, je vais déplacer mon cercle et chaque fois que je déplace mon cercle, bien, ça me permet de voir si j'ai une prise à tous les 10 pieds, une circulation de 10 pieds finalement. Donc, à l'aide de mon cercle, rapidement, je peux voir si j'ai fait ma job. Autre petit truc qui pourrait être pratique, ce serait d'utiliser la commande qu'on appelle mesurer. Mais dans ce cas-ci, on a des configurations un peu bizarroïdes, mais je peux vous donner le truc si le cœur vous en dit. Bien, en fait, je peux me tracer une polyligne au contour de ma pièce, puis utiliser la commande mesurer. Puis, à ce moment-là, il va me positionner ou me donner, en fait, le nombre de prises que ça me prendrait. Donc, je vais faire un exemple. Ouais. Petit exercice là, qui pourrait être le fun. Donc, je vais vous faire un exemple par rapport à une pièce qui est rectangulaire. Donc, je fais un rectangle, là, ça c'est ma pièce. Donc, j'ai dessiné une polyligne, j'ai utilisé la commande rectangle dans ce cas-ci. Je vais utiliser la commande mesurer, mais avant de faire ça, je vais aller ajuster mes types de points. Donc là, présentement, si j'ai fait DDP type, c'est en fait boîte de dialogue pour les types de points. Présentement, quand je fais des points ou des marques, il va me faire des points repères. Moi, ce que je voudrais voir, c'est en fait un symbole un petit peu plus visible parce que si je fais un point sur une ligne, je ne verrai rien. Donc, je viens ajuster mon style de point à des petites croix comme ça. Quand j'en ai plus besoin, là, je le ramène à point, puis on va voir pourquoi tantôt. Mais pour l'instant, je choisis mon style de point. Je vais utiliser la commande qu'on appelle mesurer. Donc, je vais l'écrire tout simplement. Je vais sélectionner ma polyligne. Puis, je vais spécifier la longueur de 10 pieds. Donc, on m'indique ici le nombre de prises, en fait, ou le nombre de symboles. Si je lui dis à tous les 10 pieds linéaires, bien, dans cette pièce-là, bien, ça m'en prendrait 5. OK? Donc, ça m'indique le nombre requis pour un espace. Donc, je pourrais faire une polyligne dans ma pièce. Donc, à l'aide de ma commande polyligne, je fais le contour de ma pièce, peu importe le format. Donc, je fais un exemple aléatoire juste pour vous montrer. OK? Donc, ça, c'est le contour de ma pièce. Puis, j'utilise encore une fois ma commande mesurer. Et je fais 10 pieds. Bien, il va me donner exactement le nombre de prises que ça me prend dans ma pièce. OK? Et si je mesure, bien, de façon linéaire, j'ai vraiment 10 pieds entre mes différents éléments. Ça ne veut pas déterminer la position exacte, mais ça veut vous dire, en fait, combien il y en a dans ma pièce. OK? Donc, cette petite méthode-là me permet de savoir, grosso modo,
dans ma pièce combien j'en ai de besoin. OK? Donc, ça, c'est un exemple que vous pouvez utiliser. Ce que je disais tantôt par rapport au type de point, ben, je vais l'éteindre. Pourquoi? Parce qu'au bout de mes cotes, si je faisais régénérer mon dessin, au bout de mes cotes, il y a ce genre de petits points-là qui apparaissent. Puis là, je vais me retrouver avec une forêt de petites croix partout. Donc, cette variable-là qui s'appelle des DP types, quand j'en ai plus besoin, je le ramène toujours à sa valeur initiale, soit des petits points comme ça, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une multitude de points. Là, vous allez me dire, ouais, pourquoi j'ai ça? En fait, votre style de point, quand vous en avez terminé, il faut le ramener toujours à sa valeur initiale. Comme ça, je n'ai aucune marque sur mes dessins. Donc, la commande mesurer me permet de déterminer un nombre rapidement de prises que je pourrais positionner dans mes pièces. OK? Donc, une fois que je connais le nombre de prises, je vais venir les positionner. Je vais m'assurer de ne pas excéder, le 10 pieds linéaire idéalement dans mes pièces. Donc, ça, c'est la position des prises qu'on appelle des prises non dédiées, en fait, qui vont faire en sorte que je peux faire l'entretien normal dans mes pièces. Deuxième point, c'est les prises qu'on appelle les prises dédiées. Les prises dédiées, c'est vous avez un appareil électrique que vous positionnez à un certain endroit très précis dans votre plan. Bien, ces prises-là vont être ce qu'on appelle dédiées à un appareil précisément. Donc, ces prises-là, je vais vouloir les coter. Si vous remarquez, là, toutes les prises standards que j'ai mis à 10 pieds linéaires, je n'ai pas mis de cote proprement dit sur mes symboles graphiques. Donc, je peux positionner mes prises où je veux. L'entrepreneur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déterminer l'emplacement en fonction des montants de bois qui sont dans vos murs, puis il va venir trouver le montant le plus près, puis il va venir fixer sa boîte électrique directement sur le montant. Le cas où je mentionne une cotation, c'est parce que j'ai un appareil qui va être prévu là, à l'occurrence ici une cuisinière, un frigo, etc. Bien, ces prises-là, je vais venir les coter, dire, regarde, j'ai besoin d'une prise à cet endroit-là pour ma cuisinière, pour mon frigo. Puis si j'ai des prises de comptoir aussi, je vais venir les coter puisque je veux qu'elles soient centrées, soit sur un cabinet de cuisine, sur une armoire ou quelque chose que je veux vraiment la positionner à un endroit précis. Donc, je veux qu'elle soit placée. OK? Donc, vous allez voir, là, il n'y en a pas tant des cotes. Il y a juste quelques cotes. Pourquoi? Parce que la majorité des prises que je vais positionner vont être positionnées le plus près possible, donc visuellement en fonction des montants dans le mur. Là où je mets des cotes, l'entrepreneur doit prévoir un fond de vissage, un fond de clouage pour dire, ma prise, là, si je n'ai pas de montant à cet endroit-là, il va falloir qu'il en mette un pour fixer sa boîte électrique, OK? Puisque vous voulez avoir la prise exactement là. Donc, c'est pour ça que je ne mets pas des cotes partout, parce que sinon, l'entrepreneur devra ouvrir le mur et dire, OK, là, à cet endroit-là, je n'avais pas de montant de bois pour fixer ma boîte électrique. Tu me demandes de mettre une prise là, il va falloir que j'en mette un. Donc, il y a un coût supplémentaire à attitrer, en fait, attribué à cette position-là exacte, là, parce qu'il y a un travail à faire supplémentaire. Okay? On s'entend que la prise qui est ici, même si elle est un pouce à côté, ça ne me dérange pas. Le but, c'est que je viens lui montrer le nombre de prises que je veux avoir. L'emplacement, elle est selon ce que je veux avoir, mais je n'ai pas besoin de les coter puisque la position peut varier de quelques pouces. Ça ne me dérangera pas. OK? Donc, les cotes, c'est vraiment que les prises dédiées. Pour le choix des prises, OK. Vous avez les appareils qu'on appelle votre cuisinière. Le voltage utilisé par votre cuisinière, selon les fiches techniques, normalement, c'est du 240 volts. OK? Donc, vous allez avoir, quand vous allez insérer le symbole, il s'appelle symbole prise électrique, puis on l'a mis au pluriel. Pourquoi? Parce que c'est un bloc dynamique,
puis vous avez tous les symboles dedans. Donc, si je clique sur la petite flèche ici, vous allez pouvoir déterminer que c'est une prise 120 volts, circuit unique, fuite à la terre, 200. Ici, ils vont corriger ça dans la prochaine version du gabarit, c'est du 240 volts. Si vous avez des prises, vous voulez mettre des prises avec USB intégré, puis des prises quadruples, donc des prises avec quatre sorties. Donc, en fonction de l'appareil que je veux avoir, donc on le sait, prise standard, je n'ai pas besoin de rien de particulier. Donc, prise double normale, 120 volts de base. Circuit unique pour toutes les prises de comptoir, prises de frigo, OK? C'est des circuits uniques. Pourquoi? Parce que je vais brancher des appareils souvent qui vont demander un apport en voltage plus important. Puis on le remarque là, dans les vieux, dans les vieux apparts à Montréal, si je branche mon micro-ondes dans une prise, puis là, je le fais partir, mes lumières scintillent, mes lumières baissent d'intensité, ben, c'est qu'ils les ont mis toutes sur le même circuit. OK? Donc, quand on a des appareils énergivores comme ça, on veut avoir un circuit unique pour pas qu'il y ait de baisse de tension. Donc, un frigo, à chaque fois que le compresseur démarre, ben, il prend beaucoup d'énergie. C'est ça qui fait en sorte que si vous voyez les lumières scintiller, ben, c'est sûrement parce qu'ils n'ont pas mis de circuit unique pour ces appareils-là. OK. Donc, ça, circuit unique, prise de comptoir, frigo, tout appareil énergivore, on met un circuit unique. Disjoncteur fuite à la terre, ben ça, c'est toutes les prises qui sont près d'un appareil sanitaire. Okay? Donc, vous avez une prise de comptoir dans votre îlot, puis il peut y avoir un déversement d'eau qui se fait. Vous avez une prise sur la paroi latérale. Ben, on s'entend que s'il y a quelque chose de branché là, moi, je n'ai pas envie de m'électrocuter. Donc, vous avez les prises avec les petits disjoncteurs directement dessus. Automatiquement, quand il y a une fuite, le disjoncteur va se mettre en action et il n'y a plus de courant. Donc, ça, c'est une protection. Salle de bain, prise de comptoir. Puis, si vous avez, en fait, vous en avez sûrement, derrière votre laveuse à linge, on va avoir une prise avec disjoncteur fuite à la terre. Prise 220 ou 240 volts plutôt, c'est tout ce qui est appareil, une cuisinière, sèche-linge, donc les sécheuses, 240 volts, USB, quadruple. Donc, ça, c'est des prises qu'on peut utiliser. Donc, vous avez tous les symboles à même le bloc, puis vous faites tout simplement choisir celui que vous voulez avoir. OK? Donc, la symbolique va changer automatiquement. Dans ce cas-ci, moi, je veux derrière ma cuisinière insérer. Donc, j'insère mon symbole, puis après, je choisis ce que je veux mettre comme type de prise. Donc, vous aurez une prise dédiée. Donc, si on fait un tour, la salle de bain, j'ai une prise fuite à la terre ici. On a indiqué, quand vous allez insérer le symbole, on va vous demander, est-ce que vous voulez indiquer la hauteur? Donc, toutes les prises standards, selon les notes générales que vous allez insérer, c'est indiqué à 12 pouces du sol. Donc, toutes les prises, là, je n'ai pas besoin de donner les hauteurs, sauf si, dans le cas présent, j'ai une vanité, je veux que ma prise soit 10 pouces au-dessus de ma vanité, ben, je vais indiquer la hauteur que je veux avoir ma prise. Okay? Donc, je peux indiquer les hauteurs et ce, que pour les éléments que je veux identifier en termes de hauteur. Donc, j'avais ici, dans son cas, elle avait un petit mobilier fixe, une certaine hauteur, elle voulait une prise à 36 pouces, elle l'a indiqué. Okay? Donc, en fonction de vos critères, vous pouvez identifier les hauteurs des prises qui ne sont pas à une hauteur standard. Donc, prise de comptoir, on va venir indiquer la hauteur. Si vous avez des prises derrière un écran qui est fixé au mur, donc un écran de télé, vous voulez indiquer, OK, elle est à 60 pouces par exemple, bien, vous allez indiquer la hauteur de la prise pour qu'elle soit en arrière, pour ne pas avoir un fil qui pendouille en arrière de votre écran. Donc, vous pouvez indiquer les hauteurs que pour les prises dédiées
requise, donc la hauteur que vous voulez avoir. OK? Donc, ça, c'est les symboles graphiques. Évidemment, vos appareils de chauffage qui sont existants, on les a mis. Puis, si vous remarquez, on a indiqué la lettre E à côté puisqu'ils sont existants. Ce qui n'était pas décrit dans le plan de l'existence, c'était en fait les thermostats qui gèrent la chaleur, en fait. Donc, vous devez positionner à l'intérieur, dans chacune de vos pièces, un thermostat. Donc, le symbole graphique, c'est un T, tout simplement. Donc, symbole électrique thermostat. Donc, c'est tous des symboles qui font partie de votre gabarit que vous pouvez insérer. Donc, vous devez venir les positionner. Idéalement, à l'entrée de vos pièces, le plus éloigné possible de votre appareil de chauffage. Donc, ne faites pas l'erreur de venir placer votre thermostat directement sur le même mur que votre appareil, puisque la chaleur générée par l'appareil va tout de suite être captée par votre thermostat et la chaleur générée dans votre pièce ne sera pas celle que vous allez demander. Donc, l'idée, là, c'est que le thermostat soit le plus loin possible, sauf, évidemment, si sur votre appareil de chauffage, le thermostat est intégré, il est calibré en fonction de ça, mais dans ce cas-ci, nos thermostats ne sont pas intégrés. Donc, on vient les positionner le plus loin possible de notre appareil de chauffage pour que, dans l'ensemble de notre pièce, la température que je vais attribuer à mon thermostat, bien, ça soit ça qui soit généré dans ma pièce. Évidemment, si je viens près de mon appareil, évidemment, il fait plus chaud, mais l'idée, c'est que ça soit tempéré et qu'on obtienne la température qu'on veut dans notre pièce. OK? Donc, ça, thermostat. Ici, on avait indiqué des prises pour câbleaux de distribution. On s'entend que maintenant, ça se fait beaucoup plus centralisé dû au Wi-Fi ou dépendamment du type d'appareil qu'on utilise. Donc, de moins en moins utiliser les prises de câbleaux de distribution résidentielle. On pourrait avoir une entrée principale, puis ça génère toutes nos pièces là, avec le Wi-Fi, etc. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'ai tendance à en positionner un. C'est mon entrée principale. Puis, pour le reste, ça se fait par le Wi-Fi. Donc, nos prises, nos différents types. Dans une salle de bain, est-ce qu'on met des prises à tous les 10 pieds linéaires? Eh bien, non. C'est la seule pièce qu'on ne met pas de prise à tous les 10 pieds linéaires. Pourquoi? Parce que dans le fond, s'il y a un débordement d'eau ou quoi que ce soit, on ne veut pas des prises à 12 pouces du sol. Donc, habituellement, on a une prise avec mise à la terre ou fuite à la terre qui va être installée. Donc, on ne met pas d'autres prises que ça dans notre salle de bain ou notre salle d'eau. Est-ce que j'ai fait le tour? Avez-vous questionnement? Moi, j'ai juste une question. Ça, tout ce qu'on voit, ça va être à remettre, dans le fond? Oui, Comme c'est absolument. le projet 2, c'est ça? Absolument. C'est la phase OK. finale du projet, oui. Puis c'est à remettre quand? Vous allez avoir jusqu'à la semaine 15, donc c'est vraiment à remettre à la toute fin. OK. Donc, il y a pas. C'est pour ça que je décortique semaine après semaine les différents plans pour que vous puissiez les produire. Mais c'est à remettre à la fin, effectivement. OK, parfait. OK. Donc, au niveau des notes générales, encore une fois, je vous demande de faire une première analyse. Donc, vous lisez. Puis déjà là, vous allez avoir des pistes de solutions, en fait, si jamais vous avez des interrogations par rapport au type de prise, etc., au positionnement, c'est décrit là-dedans. Donc, je vous demande de faire une petite vérification. Si vous avez, encore, c'est le même principe, hein, chaque plan, là, si vous avez des conditions particulières, donc dans ce cas-ci, on avait un mobilier qui était fait sur mesure. On voulait spécifier à l'entrepreneur de positionner une prise
puis on voulait qu'elle soit à l'horizontale dans un mobilier sur mesure. Évidemment, on a identifié de coordonner la chose avec l'ébéniste, puis on faisait même référence à une élévation. Donc, ça, c'est un genre de note spécifique dans un cas particulier. La prise pour la télé, bon, ça aussi, dans ce cas-ci, on mentionnait que c'était pour être confirmé sur le site, mais nous, on pourrait très bien, puis l'entrée du câble aussi, donc on pourrait très bien la positionner puis indiquer à quelle hauteur on veut l'avoir. OK? Donc, selon les besoins très précis. Mais on peut avoir, encore une fois, des notes spécifiques pour des cas particuliers. Vous avez fait, par exemple, l'intégration d'une niche, puis là, vous voulez avoir une prise. Vous pouvez faire des notes spécifiques en fonction des critères bien particuliers. Donc, une note spécifique, là, c'est vraiment un cas particulier qui se passe dans un projet. Ça me permet de vous mentionner, parce qu'il y en a plusieurs qui se demandaient, c'est quoi la différence entre une note spécifique et une note générale? Bien, une note générale, là, on pourrait l'attribuer à tous les projets. Là, on s'entend, c'est des conditions générales qui s'appliquent à l'ensemble des projets. À l'occurrence, toutes mes prises sont à 12 pouces du sol de façon générale, sauf indication contraire. Ça, c'est vraiment une note générale. Okay? Ça s'applique à tous les projets résidentiels. Par contre, une note spécifique, c'est vraiment un cas particulier à mon projet. On rencontre ça très rarement où c'est vraiment une condition. Là, vous avez fait une visite de chantier, puis il y a vraiment un cas particulier. Bien, on va l'identifier en note spécifique à ce projet-là à ce moment-là. Au niveau des besoins électriques, bien, la légende, en fait, quand vous insérez la légende de base, il est bien possible qu'il y ait beaucoup plus de symboles que ça d'identifier. Donc, c'est à nous d'identifier les symboles qu'on a utilisés dans notre plan. On vient simplement les insérer et inscrire à côté ce que c'est. Okay? On va en profiter, même si dans le bloc, c'est écrit 220 volts, ben, c'est du 240 volts. OK? On va corriger le tir. Ils vont le changer là, dans le nouveau gabarit, mais là, pour l'instant, parce que le voltage d'une prise standard, c'est 120. Si j'ai 2 fois 120, ça donne 240 et non pas 220 volts. Donc, juste pour votre culture personnelle, c'est du 240 volts qui est le voltage pour les cuisinières et sèche-linge. Évidemment, tous les symboles que j'ai utilisés dans mon plan, bien, je viens les placer et écrire le descriptif. Donc, plan de besoin électrique, pas tant de trucs. L'idée, c'est de disposer nos différentes prises aux endroits. Plusieurs me posaient la question, est-ce que je mets les interrupteurs sur ce plan-là? Eh bien, non. Les interrupteurs font partie de votre plan d'éclairage. Donc, dans un plan de besoin électrique, c'est vraiment que les prises et les appareils du système de chauffage qu'on vient identifier. Donc, voilà pour le plan de besoin électrique. Avez-vous des questions, des insultes ou autres? Non? Donc, je vais arrêter la séance Zoom pour pouvoir extraire la vidéo et je reconnecte la chose tout de suite après. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Non? Peut-être? Est-ce que vous êtes encore là? Oui, oui, oui. Je ne vous ai pas trop endormi ce matin. OK. Donc, je vais arrêter la séance Zoom, puis je la repars tout de suite après. Donc, n'oubliez pas, je suis là pour vous guider si vous avez des questions. Donc, reconnectez-vous et on peut faire des petits groupes pour répondre à vos questions ou de façon générale si c'est le cas. Donc, à tantôt.